2014, c'est la date butoir maximum ou ça peut se passer avant, selon vous? Pour moi, ça peut se passer avant. Je pense si ça tient jusqu'à 2014, c'est vraiment grâce à des, comme il Des est maintenant magouilles. question, ils ont, voilà, Les effets leviers. ils ont dépassé le plafond officiel de leur dette, les Américains. Ils sont en dehors des 14 300 milliards autorisés. Et malgré ça, ils ont dit, bon, il y a une extension jusqu'en août où on a le droit maintenant d'avoir plus de dettes que 14 300 milliards, alors que la loi, le Congrès n'autorise pas ça officiellement. Donc, on peut magouiller à l'infini avec des méthodes pareilles. Mais il y aura les élections présidentielles de 2012, novembre 2012. Donc, élection présidentielle. En général, après une élection, vous avez des vérité qui se révèle parce que avant une élection on maintient un espèce de vernis, voilà, on fait que la vitrine on la rend belle pour que tout le monde soit content. On va surtout pas proposer des solutions impopulaires. Aucun des deux partis n'est prêt aujourd'hui à dire aux Américains de se serrer la ceinture, alors que c'est pas juste se serrer la ceinture là, c'est des décennies d'austérité obligatoire qui vont s'imposer d'elles-mêmes. Ça c'est que les deux partis les mettent en programme ou pas, ça c'est déjà en train d'arriver. Il y aura sur 5 ans de crise immobilière aux États-Unis, 45 millions d'Américains, c'est 7 fois la population de la Suisse, 45 millions d'Américains dont les logements auront été saisis. Si vous prenez 10 millions de familles à 4,5 personnes par famille en moyenne, c'est 45 millions d'Américains. Ces gens-là, ils sont sortis du circuit de la consommation. Donc les deux partis, ils voient qu'il y a cette paupérisation galopante, ils ne veulent pas en parler et ils ne peuvent pas proposer aux Américains d'arrêter de s'endetter. Ils leur proposent de continuer à s'endetter pour consommer. Ils veulent afficher, voilà, pour afficher des chiffres de consommation excellents face au reste du monde pour que les États-Unis, dans les statistiques du FMI et de l'OCDE, paraissent comme un pays performant qui continue à croître, alors que ce n'est plus du tout le cas. C'est un vaste mensonge. Mais après l'élection présidentielle, tout ça peut tout d'un coup se révéler. Comment? Par une crise de la dette souveraine américaine. La vraie crise de la dette souveraine, ce n'est pas celle de l'Europe, c'est celle des États-Unis, où on a toute cette défaillance, en fait, cette dette défaillante, qui se révèle. Ça peut être une alerte qui est semée sur les marchés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une émission de bons du Trésor américain qui se passe mal, les acheteurs ne viennent plus, c'est déjà le cas pour la Chine qui n'augmente plus, elle diminue même subtilement ses achats de bons du Trésor. Voilà. Il n'y a plus que la Réserve fédérale qui achète maintenant, qui est le premier acheteur et qui achète à bout de bras. Mais c'est du délire, c'est comme elle imprime et elle achète. Voilà. Elle se revend elle-même la dette, c'est du délire. C'est ça. Alors, schéma de Ponzi, quand on dit que c'est un schéma de Ponzi, et Bernard Madoff, exactement, depuis le fond de sa prison, il a dit c'est un schéma de Ponzi qui fait de moi un amateur. Bon, je pense qu'il sait quand même ce que c'est qu'un schéma de Ponzi, qu'il faut le croire là-dessus, mais il n'est pas le seul. Bill Gross, le gourou obligataire mondial, voilà, il a dit c'est un schéma de Ponzi. Depuis très longtemps, c'est le premier qui a utilisé ce mot. Une banque centrale qui imprime des billets et qui achète derrière pour soutenir leur valeur, c'est quoi? C'est vraiment du Ponzi à l'État, vraiment pour apprendre. Donc le système américain. C'est la leçon numéro 1 de si on vous résume, le système américain aujourd'hui est une vaste escroquerie. Oui, parce qu'au niveau monétaire, ils sont au-delà d'une rémission possible. Ça, c'est vraiment comme tous les dérapages des empires précédents. Quand l'Empire romain a commencé à battre une monnaie qui est d'une valeur détériorée, dégradée, en fait débauchée. Au départ, c'est des pièces d'or, ensuite c'est des pièces de cuivre, à la fin c'est des pièces de plomb, puis on prétend que ça a toujours la même valeur nominale, c'est qu'on escroque la population. Nous, si on était des Américains aujourd'hui, on devrait s'inquiéter parce qu'on saurait que nos retraites, on ne va pas les toucher en dollars courants, et peut-être pas du tout, on ne va peut-être pas les toucher du tout. Ne parlons même pas des Américains qui ne sont même pas encore nés. Ceux-là, ils vont faire face à une austérité, vraiment un âge de glace au niveau de l'économie américaine, parce que ce pays a déjà consommé pour les 40 ans à venir. Il faut voir les choses en face. Donc, d'ici là, qu'il y ait les élections de 2012, ça c'est fin 2012, ensuite on est en 2013, là ils doivent présenter un budget 2013. Là il y aura déjà une crise. Qu'est-ce qu'ils vont présenter comme budget pour réussir à combler un déficit fiscal, tenez-vous bien, qui se chiffre en fait d'après le professeur le plus sérieux des États-Unis à 202 000 milliards de dollars. Si vous incluez la dette publique et tout ce qui est dû en retraite, en sécurité sociale, Medicare et Medicaid, vous avez 202 000 milliards de fossés, de trous fiscaux. C'est irrattrapable. Il faut faire défaut dans ces cas. Il faut admettre qu'on est en défaut, restructurer, je ne sais pas, émettre un nouveau dollar, le dollar nouveau, trouver un moyen de réévaluer l'économie américaine. Mais le système des retraites, il est en faillite complète.
Euh, la dette publique aussi au niveau du gouvernement, le gouvernement est en faillite technique, je veux dire, parce que le FMI lui-même a dit qu'il faudrait pour le déficit budgétaire des États-Unis, il faudrait qu'ils trouvent aujourd'hui un surplus de 2000 milliards par année, c'est-à-dire 14% du PIB. Et ça, c'est depuis l'année dernière. Ils auraient dû trouver 2000 milliards de plus. Non seulement ils n'ont pas trouvé 2000 milliards de plus, mais ils ont creusé encore leur déficit de 2000 milliards. Donc c'est au-delà. Donc ils sont condamnés. Ils sont techniquement ça a un condamnés. nom, voilà, c'est faire faillite. Alors, dans le chapitre 4, Oui. donc, votre livre est aux éditions Favre. Alors, dans le chapitre 4, vous dites l'essor d'un nouveau monde et surtout donc vers un ordre mondial post-dollar. Oui. Alors, qu'est-ce qui va, une fois que le dollar va s'écrouler, qu'est-ce qui va se passer pour nous en Europe et qu'est-ce qui va se passer techniquement après? D'accord. On va pas vous demander de jouer à Madame Irma, mais Non, mais on va partir de l'info que vous-même avez donnée sur le Kazakhstan. Le Kazakhstan, maintenant, Voilà. il a compris qu'avec la Chine, on commerce en yuan. Hmm. Eh ben, c'est déjà le cas entre la Russie et la Chine. Ils ne Hmm. commercent exclusivement plus dans leur monnaie à eux, yuan et rouble. Ils ont laissé tomber le dollar. L'Arabie Saoudite a découvert maintenant que son premier client pour ses exportations de pétrole, c'est qui? C'est la Chine, c'est plus les États-Unis. La Chine a détrôné donc les États-Unis comme premier acheteur de pétrole saoudien, ce qui fait que l'ordre du dollar est en train de se défaire, démanteler, parce que même un pays comme l'Arabie Saoudite, maintenant, à terme, son intérêt, c'est de se rapprocher de qui? De son premier client. Et donc, les pétrodollars, qui étaient le régime vraiment lié au fait que le principal consommateur de pétrole au monde était les États-Unis, qu'il y avait ce pacte entre Washington et Riyad qui était de dire au sein de l'OPEP, toujours Riyad doit défendre l'idée que le pétrole ne peut être vendu qu'en dollars. Tout ça est en train de s'étioler. Donc la conséquence de ça, la conséquence de l'essor du yuan, qui est en train de s'internationaliser, il y a maintenant un marché de la dette internationale en yuan qui est en train de naître à Hong Kong. À Hong Kong, la deuxième monnaie maintenant officielle, c'est le yuan, alors qu'avant, il n'y avait que le dollar qui pouvait Oui, absolument. circuler à côté du Hong Kong dollar. Maintenant, c'est le yuan. Hein. Donc l'île est partagée entre les deux monnaies, mais Hong Kong est clairement en train d'être aspiré dans l'orbite chinoise. La conséquence de tout ça, c'est que la demande mondiale pour du dollar va chuter assez rapidement. On va commencer à le voir dans les chiffres de la Banque des règlements internationaux, dans les transactions. Le dollar ne sera plus la monnaie centrale de transaction. Les différentes monnaies émergentes vont pouvoir se convertir l'une à l'autre directement sans passer par le dollar. Alors pour maintenant, le peso colombien pour devenir du baht thaïlandais doit passer d'abord par le dollar et après se convertir. Le dollar va sortir de ça. Ouais. Le dollar va sortir aussi progressivement d'être la monnaie centrale de l'investissement, parce que maintenant il y a des clients, des investisseurs qui veulent que l'or soit coté en euros, et c'est déjà le cas, on a commencé à coter l'or en euros, on a commencé à offrir des produits, des futurs sur l'énergie en euros, même sur le Chicago Mercantile Exchange. Donc monnaie de transaction moins, monnaie de commerce moins, puisque les pays émergents négocient leur propre monnaie, monnaie d'investissement moins et monnaie de réserve forcément moins. Pourquoi on a de la monnaie de réserve dans une certaine monnaie? C'est parce qu'il y a une demande. La monnaie, c'est une marchandise comme une autre. Quand il y aura moins de demande pour du dollar, parce qu'on n'a plus besoin d'acheter le pétrole en dollars, parce qu'on n'a plus besoin d'acheter l'or en dollars, parce qu'on n'a plus besoin du dollar pour convertir les multiples monnaies l'une vers l'autre, la demande de dollars va s'effondrer. Et donc, le dollar ne pourra plus du tout se créer dans des quantités aussi phénoménales que maintenant. Donc même s'ils lancent une troisième planche à billets, il court vraiment le risque d'un effondrement de sa valeur. Il est surévalué maintenant. Il est la plus grande bulle spéculative de tous les temps. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même en ayant chuté comme il a chuté, il est encore surévalué. La dette en dollars est vraiment la dette la plus risquée au monde parce que l'ordre du dollar est en train de s'effondrer. Ça ne va pas arriver comme ça. Bien sûr qu'il y a des négociations entre Washington et Riyad. Bien sûr que Washington et Pékin discutent. Personne ne va lâcher le dollar comme ça. Mais le G20 et à l'intérieur du G20, les pays du BRIC et à l'intérieur des BRIC, la Chine, la Russie et le Brésil sont extrêmement déterminés à créer un nouveau système monétaire international. Ils y travaillent déjà. Le yuan est en train d'être préparé pour devenir la monnaie de réserve internationale en 2030. Le président chinois l'a dit à la veille de son voyage en janvier à la Maison-Blanche, de sa visite. C'est loin, 2030. C'est loin et ça va arriver plus vite. Vous nous parlez de l'effondrement du dollar pour 2014. Ça, c'est très diplomatique. On a déjà dit que la Chine allait supplanter les États-Unis comme première économie en 2025. En fait, c'est en 2016 et maintenant, on va dire que c'est en 2012.
2012. Ça arrive de plus en plus vite. En fait, un crack de la dette souveraine américaine va accélérer tout ça. Donc aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, un nouveau système monétaire peut être monté en 48 heures. Absolument. Donc en fait, le bon plan aujourd'hui, si je vous résume, c'est acheter du yuan. Acheter du yuan. Bravo, exactement. Voilà. Acheter du yuan. On est complètement acheter du yuan, acheter des métaux précieux, parce que leur hausse n'est pas une bulle, c'est une hausse pour moi structurelle. Même s'ils corrigent de temps en temps, leur hausse est structurelle parce que les banques centrales des pays émergents vont continuer d'en accumuler, parce qu'on est dans un étiolement des monnaies papier occidentales et surtout du dollar qui est la monnaie qui métastase, si vous voulez, tout le système financier international.